Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Balado Roller, le podcast de rollerenligne.com. Aujourd'hui, nous sommes le 26 juin 2023, 3 jours après l'anniversaire de notre invité. Et avec mon collègue Walid, nous avons le plaisir d'accueillir un rider qui a fait de sa passion un métier. Il fait partie des rares à s'être spécialisé en rampe, qui est quand même une discipline hyper spectaculaire dont nous allons parler pendant toute cette interview. Lamine Fati, bonjour. Salut Alex, salut Walid, j'espère que vous allez bien. Ça va très bien. Ça va super. Merci à toi. On va commencer avec notre question traditionnelle. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors, je me présente, je m'appelle Lamine Fati, j'ai eu 44 ans il y a quelques jours et je ride depuis 35 ans, passionné de sport extrême en général, mais mon cœur a basculé pour le roller, pour le patin à roulettes, donc vraiment à fond dedans. Et j'en suis très content d'avoir ridé. Alors, t'as démarré à quel âge ? Alors, la première fois que j'ai mis ma paire de rollers, c'était à l'âge de 5 ans, place Pigalle. Et ce qui était marrant, c'est que le mec qui m'avait prêté les rollers, c'était mon voisin du dessus. Et il me dit, tu sais faire du roller? Je dis non. Je lui dis oui, parce que je savais pas faire de vélo. Donc je lui dis oui, je sais faire du roller. Il me passe ses patins roulettes là, avec les sangles. Donc je les mets et je m'accroche derrière son vélo. Et c'est comme ça que tu me voyais en train de rider les rues de Pigalle, en train de descendre à fond la caisse. Bon, tu sais, les patins roulettes, ça roulait pas très vite non plus. Donc déjà, c'était assez marrant de rouler comme ça. Et c'est comme ça que j'ai fait, que c'est la première fois de ma vie que j'ai mis des patins et que je suis devenu un accro de ces engins-là. 5 ans, ah ouais, c'est tôt. Tôt, mais en même temps, non, parce que pour moi, c'était un amusement, tu vois, c'était pas quelque chose, tu sais, c'est comme si tu donnais à un petit un ballon, il fait 2-3 jongles et il le jette, quoi, tu vois. Et le roller, c'était comme ça pour moi, tu vois, il me les a passés. J'ai fait genre que je savais en faire alors que j'en avais jamais fait, donc du coup, le fait de mettre ça et tout, ça m'a. Et là, mon cerveau, le soir quand je suis rentré, j'étais plus pareil. Donc là, on est quoi? On est fin 80, début des années 90? Par là? Non, là on est en 86, 87, je crois, un truc comme ça. Ah oui, c'est ça, ouais, c'est voilà, ça. on Ok. va à Place Pigalle, ouais. Juste à côté du Moulin Rouge, il y a des petites descentes avec les pavés là. Toi, Alex, peut-être ça te parle pas trop. Il y a des endroits où c'était des gros pavés et c'était ici, en fait, sur les trottoirs de ça qu'on descendait à fond la caisse avec le vélo accroché à la corde, quoi. C'était comment le roller pour toi dans les fins des années 80? Moi, j'ai commencé en 88. Ok. Voilà. Là, c'était la Coupe du Monde 88. Temps, hein. Je me rappelle. Une Coupe du Monde 88, je crois, un truc comme ça. Pour moi, le roller, c'était comment? Moi, j'avais l'impression qu'il y avait que moi qui en faisais à cette époque. Pourquoi? Parce que je connaissais personne là-dedans, donc du coup, moi, je roule comme ça et tout, et pareil. Tu vois, quand mon voisin, dont je me rappelle même plus le prénom, il me reprête le lendemain et la semaine d'après qui vont précéder, je roule avec et pour moi, j'ai l'impression il y a que moi dans le quartier où j'habitais qu'il y avait que moi, tu vois. Et c'est après des années plus tard où après je déménage et j'arrive du côté de Colombes, Asnières-Colombes, puisque je vadrouille entre Asnières et Colombes. C'est là où après, en passant par Gennevilliers, j'ai ma mère qui m'achète des patins, des rollers en plastique. Je sais pas si vous les avez connus à l'époque, tu sais, c'était des blanches avec les roues rouges en plastique, mais toutes flinguées. Mais Ouais. c'est avec ça que j'ai commencé. Et ce qui était marrant, c'est que quand ma mère m'achète ça, je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque à Carrefour, Carrefour employait des gens pour en roller, pour Ouais. aller chercher Ouais, pour chercher les prix, ouais. les prix. Ouais. Et quand je disais à ma mère, ouais, c'est ça que j'ai envie de faire plus tard, ça, j'ai envie dans ma tête, j'envisageais d'aller travailler à Carrefour pour faire ce genre de truc parce que je trouvais ça hyper fun de faire du roller dans un centre commercial, donc c'était assez cool, quoi. Là, t'as ta première paire de rollers. Et là, Ouais. tu commences à rencontrer d'autres gens qui font du roller? Ouais, j'ai ma paire de patins de roller, ouais, en plastique, à Colombes. Je roule pendant quelques années comme ça tout seul où je fais que du dérapage, je saute des marches, mais je sais pas ce que c'est encore. C'est-à-dire, moi dans ma tête, ouais, c'est super ce que je suis en train de faire et tout, et pas plus que ça. C'est-à-dire, je me rends pas compte qu'en fait il y a un club qui existe, enfin non pas de club, mais qu'il y a des gens qui en font, etc. Le point clé de ce qui va faire le déclic dans ma tête, c'est un gars qui s'appelle Nelson, un rider qui a inventé un slalom qui s'appelle l'Aigle Nelson. En fait, ce mec-là était dans ma classe, en fait. Lui, quand il arrive, il débarque, il est dans ma classe, le mec. Et je sais pas comment on fait, on papote pendant la récré, et à un moment donné, il me dit, ouais, moi, je fais du roller et tout. Et je dis, ah ouais, mais moi aussi, je fais du roller, donc c'est super et tout.
Et le gars, il me donne rendez-vous à la mairie de Colombes. Donc, il y avait son frère José, il y avait un mec qui s'appelait Vincent, enfin, qui s'appelle toujours, parce que j'en sais rien, mais il s'appelle Vincent. Il y en avait un qui s'appelait Rodolphe, et c'était la petite bande. Donc, du coup, moi, je les rejoins. Mais sauf que là, quand je les rejoins, moi, dans ma tête, je savais super bien en faire. Mais quand je les ai vus arriver, eux, avec des baskets, des platines, des roues, et là, mon cerveau, il a tourné parce que moi, je pensais que je savais en faire, mais en fait, j'avais pas du tout en faire. Les mecs, ils m'ont dit, tu viens avec nous, on va du côté de la défense, parce que là-bas, il y avait un endroit où on pouvait en faire. Et ben, c'est simple. J'ai fait 10 mètres, j'ai pas pu les suivre. J'avais des rollers en plastique, c'était impossible pour moi de les suivre. Les mecs, ils faisaient deux, et moi, j'avais des freins, eux, ils avaient pas de freins. Et là, le soir, en rentrant, je suis dégoûté, je suis pas bien. Je me dis, c'est pas normal. Les mecs, ils allaient plus vite que moi, j'arrivais pas à comprendre et tout. Et c'est comme ça qu'après, par la suite, Nelson va m'aider à faire mes premiers rollers. Il va me donner une platine Fiberlight avec des roues Cryptos, des roulements à billes. La base. Ouais, la base, ouais, C'est clair. exactement. Du coup, après, je mets une vieille paire de baskets toute flinguée. Je crois que c'était des Patrick Ewing. Je pense que vous connaissez ça. Hein, quand tu les mets, que t'as déjà marché avec, t'as le bout du, du truc qui se pointe vers le haut. Et c'est comme ça en fait, tu vois. Et c'est Nelson qui est quasiment à la base même du bordel parce que après, quand il fait ma première paire, ça va beaucoup plus vite. Je vais très très vite parce que ce que lui me met des roulements. Enfin, je montre ça parce que j'ai un roulement dans les mains, mais il me met des roulements et tout. Là, mais vraiment, c'est un autre univers parce que je vais beaucoup plus vite. À la limite, avec les voitures, tu sais, quand ils commencent à passer la première, quand ils sont au feu rouge et qu'ils vont pour accélérer, ben, tu vois, je m'en rends compte à partir de tout ça et là, mon cerveau, il vrille, quoi. Je me dis, c'est bon. Après, bon, on en fait un petit peu à Colombes, comme ça, sur les pétales. C'était un gros spot à l'époque à Colombes parce qu'il y avait pas mal de gens qui faisaient du roller. Je me rappelle plus de leur prénom, mais il y avait des gens qui faisaient du roller, notamment Cyril Prou. Cyril Tu es Prou. encore actif d'ailleurs. Hein. On va Il est régulièrement encore actif, Cyril. Cyril. Eagleman. Voilà. Je sais que lui, il venait à Colombes aussi rider un peu parce que je crois qu'il habitait pas très loin. Il était même au collège pas très loin. Et avec Nelson, on est tellement des fous qu'on va à l'école en roller, moi je dors avec les rollers. Enfin bref, c'était l'anarchie dans ma tête. C'était vraiment l'explosion de beaucoup de choses, tu vois. Et à l'époque, notre prof, on avait un prof qui s'appelle Didier, qui s'appelle toujours Didier Tronville. Et ben lui, il nous voit qu'on est tellement fan et qu'on vient en roller et qu'on repart en roller à l'école que à Victor Hugo à Colombes, il décide avec comment ça s'appelle la directrice d'école de mettre activité roller le vendredi après-midi. C'est pour Sympathique, te dire, ouais. ouais, c'était pour te dire à quel point La classe. on était des fêlés et qu'on voulait quoi. Du coup, bah en fait, qu'est-ce qui se rapprochait du roller? Bah c'était le hockey. Donc on faisait du hockey sur roller dans ces années-là. Alors là, je vous parle de ça, on n'est plus dans les années 87, 88, hein, mais plutôt ouais, enfin 89, 90, 91 à peu près, je crois, dans ces trucs-là. Je découvre ça, pardon. C'est bon, c'est fini pour moi. Ça y est, ma scolarité va partir en vrille à cause de ça, parce que je ne pense qu'à ça. J'ai envie de faire que ça, et je dors avec ça. Quand je dis je dors avec ça, c'est réellement vrai. Hein, je dors avec ça. C'est-à-dire que si j'ai pas mes rollers aux pieds quand je dors, je pleure. C'est ça quand t'es gamin et que tu trouves un truc, tu le lâches plus, quoi. Tu vois. T'es pas le seul à nous avoir dit ça. Il y en a d'autres qui ont dit à peu près la même chose. Mais alors, fin des années 80. Donc là, tu parles que avec Nelson, vous alliez vous balader, vous alliez jusqu'à la Défense et tout. Il y a qui tu rencontres à cette époque-là qui est déjà là en fait? Moi, dans mes souvenirs, il y avait Hakim parce que c'était celui qui ressortait le plus, parce qu'Hakim était très grand. Alors Hakim Benjeloun, ouais, pas Hakim Netchalal qu'on a interviewé, l'autre Hakim, voilà, aussi qui est aussi très grand. Ouais, Hakim Benjeloun qu'on salue. Ouais, du coup, on rencontre Hakim, ce Hakim-là, le grand de la Défense, et moi, je le vois, il est très grand, le mec. Je suis déjà tout petit de base, mais lui, il est très grand. Et je rencontre lui. Et en fait, quand moi, je viens à ce moment-là à la Défense avec Nelson, le club venait d'ouvrir leur porte, quoi, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. En fait, le club venait d'être monté, quoi. On avait Michel Fils qui était déjà là. Et on avait, après, je voyais Batoul, je voyais Kat, je voyais Francis, je voyais un gars qui s'appelait Danny, un sauteur. Il y avait Désiré, le frère de Alex, Désiré Dibundu, qui était là, qui était un gros slalomeur. Et en fait, moi, je vois ces gens-là. Et quand je vois ces gens-là, il y a aussi Charles Bonpas. On a entendu Yaya.
Voilà, moi c'est avec eux, après par la suite avec qui je vais grandir, mais quand Nelson m'amène dans ce club-là, là pour moi c'est une révolution encore pire parce que là je vois d'autres gens qui font du roller mais qui ont déjà un niveau, qui sont déjà très forts. Et là, bah pareil, là ton cerveau il vrille encore, tu vois, il vrille encore parce que tu te dis waouh les mecs ils sautent haut, ils vont loin. Le slalom, j'arrivais même pas à comprendre comment on pouvait croiser le pied avant ou le pied arrière. C'était de la folie pour moi. Franchement, quand je me rappelle de cette époque-là, je me dis, waouh, c'est dingue et tout. Mais encore une fois, tu vois, on était là plus pour le plaisir. Moi, pour moi, le roller, c'était un truc sans prétention, quoi. C'était juste pour m'amuser, pour m'éclater et puis surtout pour aller à l'école avec et tout. Et puis encore une fois, hein, dans ma tête, c'était quand je vais être grand, je vais aller travailler à Carrefour et faire du roller dans Carrefour, quoi. C'était un peu l'objectif que j'avais eu. Mais là, en côtoyant tous ces gens-là, parce que j'en ai côtoyé une partie aussi, ton niveau là, il monte d'un coup. Bien sûr, parce que après, ce qui est marrant, c'est que dans la bande que je t'ai parlé avec Nelson, José, Rodolphe, Vincent, et il y a Steve aussi, parce que j'oublie Steve, mais il y avait Steve aussi, qui était le plus fort, Steve à l'époque avec Nelson, c'était vraiment les plus forts. Après, petit à petit, tu vois, t'avais ceux qui étaient les forces uniques qui allaient rester, puis t'avais après les autres qui s'écartaient un petit peu parce que voilà, ils étaient pas si assidus que ça, ou ils en faisaient comme ça, vite fait, quoi. Et là, à ce moment-là, moi, je me retrouve avec Nelson et Steve. Du coup, on est très peu, en fait. Mais la chance qu'on a, c'est qu'on a Yaya, Charlie et Anthony qui, eux, habitent à Gennevilliers. Donc, du coup, c'est des voisins, finalement. Et ils sont obligés de passer par Colombes pour aller à la Défense à l'époque, quand ils partaient en roller. Car à l'époque, il y avait un chemin à faire pour aller à la Défense. Et ils étaient obligés de passer par Colombes. Donc, à chaque fois, on se donnait rendez-vous avec Yaya, Charles et Anthony et on partait ensemble. Eux, ils s'accrochaient derrière les voitures. Moi, j'étais pas encore un expert, donc du coup, j'y allais tranquillement sur le trottoir et une demi-heure après, je les retrouvais à la Défense. Donc et en fait tout ça, en fait, ce déclic de tous ces gens-là, de regarder, de côtoyer ces gens qui sont forts, qui sont très très forts dans le slalom et dans le saut. Et ben d'un coup, moi, quand j'arrive, mon cerveau il s'ouvre complètement. Et là, je me dis ah ouais, parce que je connaissais pas le saut en fait. Moi, pour moi, le saut, sauter les 4 marches de la mairie de Colombes, c'était le truc le plus dingue que j'avais su faire, quoi. Et là, je vois un tremplin, je vois des barres, et là, je fais, ah ouais, mais là, c'est encore un autre délire, là. Et là, tu commences à sauter. Il y a un gars qui traînait à la Défense, qui s'appelle Fabrice, qui lui qui, entre guillemets, rattrapait les gens qui savaient pas très bien en faire, donc du coup, il les rattrapait. Bon, moi, j'étais tellement petit qu'il m'a rattrapé comme ça, quoi, vite fait. Parce que plusieurs fois, je suis parti en arrière et que s'il n'était pas là, le roller, j'aurais arrêté déjà tout de suite. Heureusement qu'il était là, ce Fabrice. Pour revenir à ta question, Walid, oui, à un moment donné, je prends un niveau parce que je m'entraîne qu'avec des gens qui sont très forts, très très forts. La chance qu'on a, c'est que Michel, il nous protège déjà dès le départ en nous donnant des protections, parce qu'il faut mettre des protections. Le casque était obligatoire pour nous, pour les petits, et protection obligatoire pour les petits. Après les grands, les autres, pas tous, mais certains, oui. Et nous, c'était obligatoire. Et franchement, il nous a sauvé plusieurs fois la vie, parce que moi, quand je vois que combien de fois je suis tombé sur les genoux, et si j'avais pas les protections, eh ben, j'en aurais pas fait longtemps. Juste un petit commentaire, on parle de Michel Fize, qui fait partie des fondateurs du club de la Défense. Ouais, Michel Fize avec notamment d'autres gars qu'il y avait avant, hein. Il y avait Stéphane Aubert, Nassa qui était là aussi. Nassa, c'est un peu des... toi, t'as pas connu peut-être Alex, c'est un peu des anciens de la Défense. Ces mecs-là déjà sautaient un petit peu avant que le club arrive, hein. C'est après quand Michel commence à rencontrer ces gens-là qui va décider de créer le club, même si à la base Michel n'était pas venu pour voir ces mecs-là en roller, en fait. Il était venu pour voir des gars en skateboard, en fait, de base. Et c'est à la rencontre de ces riders, notamment Francis, et notamment Charles et tout ça. Je pense qu'il y a eu le déclic pour lui justement pour structurer, de les aider à structurer le club de la Défense, quoi. Francis, dont vous pouvez retrouver le podcast que nous avons réalisé récemment. En 2 épisodes, Francis, qui est un artiste international spécialisé dans le roller. Ouais, et que je vous invite tous à écouter parce que franchement, c'est super, vraiment super. Moi, je voulais savoir si tu avais roulé avec Sylvain Tarot et Alban Trapani ou pas. Bien sûr. Ou si c'était. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Il y avait Sylvain, il y avait Damien et Alban. Mais et il y avait un autre gars qui s'appelait Nicolas. Un petit Nicolas qui faisait des Zulu casquettes, c'est quasiment lui. C'est lui qui a inventé le Zulu casquette. À l'époque, il y avait une figure où tu prenais ta casquette et tu t'amusais à la passer par-dessus la jambe et tout. Et il y avait Nicolas qui était très très fort aussi.
Et ce qui était dingue, c'est que après, à la suite de ça, quand moi je m'inscris au club de la défense, je crois en 93, je crois, on fait un événement. Et moi, quand je rencontre ces gens-là, encore une fois, ils ont un level. J'arrive même pas à comprendre. Le club, il existe à peine quelques années. Ils ont déjà un niveau professionnel de dingue. Les mecs qui sautaient, Alex, Robocop, il sautait déjà 2,70 m. On avait NASA qui sautait 2,45 m. Tu vois, tellement ça m'a resté dans la tête. Je connais presque par cœur la taille de la hauteur des gars qui sautaient. Et il y a Hakim aussi, notamment Hakim, Benjeloul, qui sautait aussi, qui était très fort à l'époque en jump, aussi était très très fort, et en slalom, voilà, c'était un pionnier avec Désiré. Style inimitable du Hakim, un style de mais fou. les grands, c'est ça, hein, les grands, lui, il était tellement grand quand il faisait des karatés, ouais, il tapait quelqu'un, hein, en vrai, hein, c'était dingue, quoi. Mon premier souvenir de la défense, c'est en 94, un truc comme ça. Il y a une Coupe de France ou un truc comme ça, et il y a Gustavo et Taïg qui sautent, et je les vois faire des 720 sur le tremplin. C'est mon tout premier souvenir de la défense. C'est pareil, c'est resté gravé là. J'imagine. Waouh, c'est quoi ça? Dingue, ouais. Je sais pas si c'est en 94 ou 93 la première compétition fédérale, je crois, hein, ils appellent ça première compétition. Peut-être 93. Il me semble que c'est 93, je crois, et puisqu'on arrive après 94, parce que je crois que c'était en septembre, une connerie comme ça. Et à un moment donné, il a plu, et après on est descendu en dessous, et il y avait la finale de hauteur avec Alex et Lino, le frère de Taïd, parce que lui, c'est très fort aussi. Et ce qui était marrant, c'est que quand on a su qu'il y avait cette compétition, il y avait compétition de double aussi. Je sais pas si tu te rappelles, Walid, t'as dû le voir ça aussi. Toi, Alex, t'as dû le voir aussi ce truc. Et Michel Fize, il s'est dit ouais, je vais prendre le plus grand, le plus fort, le plus costaud, et je vais prendre le tout petit, le plus petit, et je vais les mettre ensemble. Et l'idée, c'était de me prendre moi parce que j'étais le plus petit et Alex le plus grand. Et le délire, c'était que moi, je parte en premier et Alex Robocop arrivait derrière moi, sauf que lui, moi, pendant que je saute, lui, il saute par-dessus moi. C'était ça l'idée de Michel Fize. Il s'est dit ouais, comme ça, on va gagner la compétition des doubles et doubles. Et je dis bah vas-y. Et j'ai quand même eu le culot de dire à Alex. Tu veux que j'aille vite ou alors qu'en vrai, même si je mettais toute ma puissance, elle servait à rien parce que le mec il était tellement puissant. Et pendant les entraînements, on s'amusait à faire ça, quoi. On s'amusait à faire ça, sauf qu'un jour, je saute et il me tape, quoi. Tu vois, c'est pas qu'il me tape, c'est ce qu'il fait. Il est tellement puissant le mec, hein. C'est que il m'attrape en l'air avec lui. C'est-à-dire, moi, j'ai l'impression d'avoir mis toute ma puissance à sauter en l'air, sauf que je suis même pas à 1 mètre, tu vois, et lui, il arrive tellement à fond de balle qu'il m'attrape avec lui. Et il m'emmène avec lui loin, quoi, loin, mais il senti une sensation, j'ai dit, mais attends, le gars, il va trop vite, là, c'est pas possible. Et après, on fait la compétition qui arrive là, où après on fait ce genre de double et tout. Je sais plus si ce double-là était autorisé ou pas, parce que je crois que la Fédé, je sais pas si c'était la Fédé, enfin oui, je crois que c'était la Fédé, si c'était la Fédé. Mais je crois qu'on nous avait interdit de mélanger le grand et le petit. Je sais plus. Il y avait un truc qui a fait que finalement j'ai pas pu faire ça et que je me suis retrouvé à faire un triple avec Nelson et Wilfried Rossignol, un gars du Trocadéro. Donc du coup, je crois que je me retrouve avec eux en train de faire un triple ensemble, tous les trois, à faire des figures. Quoi, c'est une mitraillette ou? Non, un triple vraiment, c'est-à-dire qu'ils étaient tous les deux côte à côte. Et moi, j'étais derrière, mais serré, vraiment serré. Et on faisait, je me rappelle, parce qu'on faisait un 3-6 sac à dos catch et voilà. Non. Ce qui me faisait peur, c'est qu'à un moment donné, tu te retournes et on est tout, tu vois, toi tu sautes, tu vois les deux qui te regardent, tu vois, parce que les deux ils ont fait déjà un 180 et eux ils te regardent et toi tu les suis, tu te dis j'espère qu'ils ont bien atterri, sinon tu leur atterris dessus. Tu vois, donc c'était assez marrant. C'était ma première compétition, la première pour tout le monde, je crois, pour pas mal de riders qui avaient là. Et moi, pour revenir, Walid, à ce souvenir-là de Gustavo et tout, moi, ce qui m'a choqué, en fait, la première fois, c'est même là que je rencontre Taïg, c'est que Taïg, il a fait un salto avant. Je sais pas si tu te rappelles, mais il arrive hors compétition, hein. Très bien, ouais. Parce que les mecs, ils lui ont dit que c'était interdit. Je crois que d'ailleurs, De Backer avait dit que c'était interdit, ce genre de truc. Donc, du coup, tout le monde est là, tout le monde attend. Et tu vois Taïg avec ses cheveux longs. Avant, il avait des cheveux longs et tout. Jim Levis super serré et tout et tout. Il met ses protections et tu vois, il part à fond de balle et il fait le premier front flip en tremplin. Et là, pareil, tu vois ça, tu pètes un câble, tu fais, waouh, c'est un truc de fou, c'est extraordinaire et tout, machin. Et là, pareil, tu vois, t'as un niveau qui se lève et tout ça. Bref, la compétition se finit et tout. Je crois que c'est Alex, je sais, Walid, tu pourras peut-être me confirmer, mais je crois que c'est Alex qui gagne ou c'est Lino?
Je dirais Alex, mais je suis pas sûr. Faut que je retrouve les vieux magazines avec les résultats, mais je sais plus. En tout cas, bref, le podium, c'est Alex, Bino et Alban. C'est les trois qui sont sur le podium. Maintenant, lesquels le premier, ça, je me rappelle plus. Et du coup, moi, après cette compétition, une fois que cette compétition, elle passe, il y a le week-end d'après qui arrive, et là, tout le monde revient pour s'entraîner et tout. Sauf que moi, quand j'arrive, cette fois-ci, je fais le salto avant aussi. Moi, j'arrive, je fais le salto avant. Et là, les mecs, ils me regardent, ils me disent, mais pourquoi tu l'as pas fait? Je dis, parce que je savais pas le faire. Moi, je savais pas que ça existait, ça, tu vois. Et avec Nelson et Steve et José, on va à Colombes, à un endroit qui s'appelle les Pétales. Et c'était un endroit où c'était une espèce de tremplin naturel, sauf que c'était de l'herbe. Et du coup, nous, on mettait des cartons et on s'entraînait là-dessus. En fait, on s'entraînait à faire des misty flips et tout, mais on savait pas encore vraiment en vrai. Donc du coup, moi, je m'entraîne à faire le salto avant et tout. Et je me dis, ouais, c'est bon, je vais aller le week-end prochain, on va aller les voir et je vais faire le salto avant. Sauf que je fais le salto avant, je l'envoie un peu trop fort et j'atterris à plat, complètement à plat sur le ventre, tu vois. Et c'est là que je me dis, ouais, ça fait très très mal en fait le truc et tout. Donc ça me calme. En vrai, ça me calme un petit peu, tu vois. Ça me calme et en même temps, ça me motive et ça me donne encore un autre déclic par la suite encore qui va encore se déclencher. Parce que après, quand on a la mode de Taïg et de Gustavo qui font des saltos, des backflips dans tous les sens, le high jump, enfin le saut, quoi, prend une autre dimension, tu vois. J'ai revu des anciens il y a pas très longtemps et on a regardé des vieilles vidéos de 40 degrés à l'ombre et tout. T'as des 40 degrés à l'ombre où Gus il fait des saltos avant par-dessus des bagnoles et tout. C'était vraiment très très chaud, Gustavo à l'époque. Bien sûr, il a fait quand même salto arrière par-dessus 3 bagnoles. Ouais. Je dis même là maintenant, prends un sauteur, demande-lui de faire pas 3 saltos, mais un backflip par-dessus 3 bagnoles, tu vois. Avec des quads, franchement, quand tu remets tes quads là maintenant, t'as peur. Hein. Ça tient pas la cheville et tout. Et franchement, respect à lui. Et il a fait autre chose. Hein. Tu sais, il a même sauté une bouche de métro. Je sais pas si tu l'as déjà vu ça, Walid. Ouais. Mais Gustavo à froid, le premier saut à froid, 9h du matin, il met un tremplin et il faut sauter la bouche de métro. Tu sais où il y a marqué Alex, le métro parisien là, tu vois, métronome là. Tu vois le mec à froid, il saute ça, quoi. Normal. Tu dis, waouh, le mec trop fort, quoi. Trop fort, trop fort. Enfin bref. Mais c'est compliqué parce que tu peux le voir un peu dans les vieilles vidéos où tu les vois qui catchent tous sur le périph', etc. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que qu'en fait le niveau de risque pris par les gars, il a baissé et que en fait il était beaucoup plus élevé dans les années 80 où les mecs étaient vraiment extrêmement forts. Ils en avaient rien à foutre, quoi, je pense. Ouais. Et ils étaient vraiment très très forts. Et en fait, c'est un peu dur d'expliquer aux gens sans montrer des images qu'en fait ces mecs-là étaient vraiment au-dessus du lot, quoi. Bien sûr. Bien sûr, parce que quand tu vois que je sais je sais même pas si la dernière génération de sauteurs elle existe ou pas, mais en tout cas, ce que eux ils ont fait, c'est vrai qu'ils se sont beaucoup améliorés au niveau des saltos. Par contre, c'est devenu des gens qui maîtrisaient des saltos dans tous les sens, ça y a pas de problème. Et après, l'évolution du saut n'a pas énormément évolué, ce qui est un peu dommage en soi. Après, c'est bien sûr le matériel a évolué. Du tremplin, on est passé aux banks, donc du coup, c'est sûr que les gens sont partis un petit peu plus haut, plus vite, plus loin. Mais c'est vrai que tu te rends compte que dans les années 90, Merlin, JP, Benji, tous les anciens du Trocadéro, Tommy, Jacques, enfin bref, tous les anciens, ils avaient déjà un level de taré parce que c'était des mecs qui sautaient. Freddy aussi, tu vois, j'oublie. Freddy, ouais, c'est clair. C'est clair, Freddy. Qui était pour moi Freddy Lavoré, qui était pour moi le plus fort en vrai, sauf qu'il maîtrisait pas sa détente parce que le mec était tellement trop puissant qu'il allait trop haut. Hein. C'est pas qu'il allait pas assez haut, il allait vraiment trop haut le mec. Hein. Donc pour moi lui, il fait partie des gens qui m'ont choqué parce que c'est des mecs mais ils ridaient tous bien. En vrai, je dis lui, mais tout le monde ridait bien en vrai. Tout le monde ridait bien. Moi, quand je suis gamin et que je vois ça, moi mon rêve maintenant, c'est plus de travailler à Carrefour. Ça y est, c'est fini. Hein. Là, on passe sur une autre dimension. Là, c'est plutôt j'ai envie de devenir aussi fort qu'eux. Je savais pas, moi, après que les compétitions allaient arriver, qu'il allait exister des championnats de France, etc. Mais après, le but, c'était de devenir fort. Pas de devenir un champion de machin, mais de devenir fort. De savoir faire ça, de savoir faire ça. Et l'époque d'avant, on cherchait à inventer des figures. On cherchait à faire plein de figures dans tous les sens, que ça soit des 720, des machins, etc., des zoulous, des catch et tout et tout. Donc, c'est pour ça que les mecs étaient forts, parce qu'on était vraiment dans les débuts du high jump. Mais franchement, c'est vrai que, comme tu dis, Walid, ils étaient tous forts, le mec. Ils étaient tous forts. Ils catchaient sur le périph', ni vu ni connu. C'était normal, en arrière, en avant. Ils sortaient de la voiture, les doigts dans le nez, et c'était vraiment impressionnant. Alors moi, à l'époque, j'avais pas le droit de faire ça parce que les grands, ils m'engueulaient, tu vois, quand je faisais ça. Tu vois, bizarrement, les mecs, ils étaient pas si inconscients que ça, tu vois. C'est-à-dire,
il savait jauger le degré de danger qu'il y avait pour les petits. Je te parle de moi, mais il y avait aussi Nelson, comme il y avait Steve, ou comme il y avait Wilfried, tu vois, c'était des gens qui étaient qui nous protégeaient un petit peu en disant ouais, faut pas le faire, pas maintenant. C'était assez cool. Au Troca, il y avait au Troca, il y avait un peu ça aussi. Je me rappelle de Zola et des gens comme ça qui allaient voir les petits, qui disent non, non, genre là, tu vas pas là. Ouais, Genre là, bien t'as sûr. pas le niveau, reviens plus tard, quoi, tu vois. Ouais. Mm. C'était clair. Après, encore une fois, tu vois, là, moi, je te parle de la période de la défense. Mm. Tu vois, là, quand je te parle de ça, on est en 94, tu vois. Et Ouais. après, moi, fin 94, je fais une démonstration pour le Tour de France Roller avec Samir Zimouchi. Je fais juste le show de l'arrivée, en fait. Ils font un arrivée et moi, je fais juste la démo. Et puis, bah voilà, ça les a plu, quoi. Tu vois, la démo les a plu avec Nelson, avec Steve, encore une fois. Donc, c'est toujours les mêmes petits qui sautaient. Et puis après, on nous propose de faire le Tour de France l'année d'après en 95, quoi. Donc du coup, moi, l'année d'après en 95, eh ben j'accepte. Tu vois, il y a ma mère qui signe l'autorisation parentale comme quoi elle me laisse partir 2 mois parce que la tournée elle durait 2 mois. Donc on partait le 30 juin et on revenait le 4 septembre, je crois, un truc comme ça. Et on faisait vraiment le Tour de France, la tournée des plages. Et on faisait que du jump, quoi. Et ça a été. Alors là, 95, c'est là où le niveau de tout le monde a pris. Vraiment, j'ai commencé à faire du backflip. Zola a commencé à faire du saut en amont. Freddy, lui, il revenait de l'armée, donc du coup, il a commencé aussi à envoyer du lourd. Merlin, il envoyait JP, Teddy, enfin bref, après tous les autres. Tu rides, tu sais, pendant 60 jours avec les mêmes gars. Tu sais, au bout d'un moment, quand tu arrives à Paris à la fin de la tournée, tout le monde est fort, quoi. Tout le monde était très fort. Et ça a été une expérience pour moi qui a été incroyable parce que je me suis rapproché après, par la suite, de Zola. Je me suis rapproché de Freddy. C'était marrant, c'était fou, quoi. En fait, c'était fou. Et moi, je crois que j'avais 15 ans, je crois, à ce moment-là. Et les grands, à un moment donné, pendant la tournée, là, je raconte une petite anecdote comme ça, vite fait. Mais les grands, à un moment donné, commencent à taper du poing sur la table et demandent à Samir d'être payé, tu vois. Et Samir, ils font une réunion tous ensemble. Moi, je calcule à moitié ce qu'ils parlent et tout. Moi, j'étais content. J'avais du matos, qu'ils nous donnaient du matériel. C'était le seul truc, moi, qui m'intéressait. Et du coup, avec leur discours et tout, ben, Samir finit par nous payer, quoi, en fait. Et nous, à l'époque, les petits étaient payés 50 francs par semaine. Et les grands étaient payés un petit peu plus. Mais moi, quand j'avais 50 francs par semaine, c'était de la folie pour moi. C'était dingue. Je dis, tu te rends compte, on nous paye pour faire du roller? C'était de la folie, quoi. Là, en fait, j'ai avancé d'un bond, mais en vrai, pour revenir à la compétition, juste après, une fois que la compétition elle passe et tout ça, ben il y avait Nelson, il y avait Steve, il y avait Charles, il y avait Anthony. On est recrutés pour tourner le clip avec Lenny Kravitz en 1993, le premier clip avec Lenny Kravitz qui a été tourné à l'aéroport de Charles de Gaulle. Et ça a été notre première expérience entre guillemets filmé, quoi, télé, clip officiel et tout. Et là, quand je reçois mon premier cachet et que je le donne à ma mère, ben je comprends très vite que c'est à ce moment-là que je vais gagner ma vie en faisant du roller. Je sais pas comment Alors, encore. Je sais pas comment, mais je me dis c'est comme ça que je vais gagner ma vie en faisant du roller. tes parents, comment ils réagissent? Parce que bon, t'es mordu de roller depuis le départ, moi aussi. Moi, mes parents, ils m'ont dit, tu fais autant de roller que tu veux, mais par contre, t'as des bonnes notes à l'école, quoi. Globalement, il y avait. Tes parents, comment ils réagissent à tout ça, en fait? Comment ils voient le fait que tu pars pendant 2 mois déjà? Est-ce que ils ont fait des difficultés à te laisser partir 2 mois pour faire le Tour de France? Qu'est-ce que ça veut dire quand tu reviens avec de l'argent, etc. C'est vrai que pour le coup, ma mère et mon père ne comprenaient pas le roller. Enfin, ils comprenaient, tu vois, ils savaient que je m'amusais, que c'était cool et que j'allais dans le club et tout. Après, ce qui rassurait mes parents, c'est que quand j'allais au club de la Défense, ils savaient où j'étais. Donc, ils savaient que j'étais au club et que c'était encadré et tout et tout. Après, ils étaient très contents. En vrai, ils étaient très contents et ils m'ont jamais. Alors, c'est là encore une fois, ce qui est extraordinaire par rapport à ça, c'est qu'ils m'ont jamais interdit de faire du roller. Et même malgré tout que les études n'étaient pas au rendez-vous à cause du roller, eh ben ils m'ont pas interdit justement. Et c'est là où j'ai eu de la chance par rapport à d'autres amis où tu sens que bah, les parents exigeaient aux enfants de ramener des bonnes notes, sinon pas de roller. Eh ben j'ai eu cette chance-là. Alors une chance ou pas chance, j'en sais rien, mais en tout cas j'ai eu ce privilège que mes parents me laissent malgré que j'avais pas des très bonnes notes. Mais vraiment, hein, quand je dis que j'avais pas des bonnes notes, c'était de la folie. Hein. Je venais avec des 1, des 2, des 0. Et c'était le top pour moi, hein. Franchement, c'était le top. C'est difficile d'expliquer une émotion comme ça, parce que quand t'es petit et que tu rentres à l'école à 9 heures,
dans ta tête, t'as envie de sortir pour aller faire du roller. Je pensais qu'à ça. C'était de la folie, vraiment de la folie. Et je le sais très bien que j'ai bousillé ma scolarité à cause de ça. Ça c'est ça c'est clair. Et j'ai eu de la chance que mes parents, au contraire, m'ont laissé m'épanouir là-dessus. T'as des regrets par rapport à ça, Lamine, ou pas? Par rapport à quoi? À tes études? Ah, pas du tout, pas du tout. Ah non 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 non. Au contraire, j'en suis très content. Après, j'ai rattrapé mes lacunes, mais j'ai envie de te dire, quand j'ai commencé à les rattraper à un certain âge, c'était plus facile pour moi de comprendre ce que je faisais que quand t'es gamin, tu vois, c'est un peu plus Ouais. dur. Et puis en plus, moi gamin, quand je comprenais pas, j'osais pas lever la main devant tout le monde et dire ouais, j'ai pas compris, parce que j'avais l'impression d'être un peu le bébête de la classe, tu vois. Et le truc, c'était de dire ouais j'ai compris, mais en fait je comprenais à moitié, mais parce que encore une fois, mon cerveau était déjà ailleurs. Mais comme tous les mordus de roller, en vrai, hein, je pense que tous ceux qui ont été mordus comme moi, ils Ça ont serait un eu. bon sujet de philo, ça, le mordu de roller, qui est un monomaniaque. Mais c'est vrai en plus. Ouais. Donc du coup, Ouais, voilà. t'as qu'une envie, c'est aller rouler. Tout Bah le oui. reste, c'est Ouais, compliqué, ouais, quoi. ouais, pour moi, tout le reste, c'est, ça a pas de sens. Tu vois, ça a pas de sens. Bah après, quand tu passes au collège et que le collège, moi, je loupais très souvent le lundi l'école parce que le week-end, j'avais la chance de partir en démonstration soit avec le club de la Défense, soit avec Michel Fit, enfin, ah là, je confonds avec Samir Zimouchi avec le Tour de France. Bah, il s'avère que j'avais un peu de chance parce que ma mère, quand elle venait, elle leur expliquait que je faisais du roller et tout ça, et ben, les proviseurs, ils disaient bon, ok. Donc, on a le droit, le lundi matin, on le laisse, mais par contre, l'après-midi, il était obligé d'être là. Et donc, j'avais un peu ce petit truc-là, j'avais le droit à ça, j'avais quelques chances comme ça aussi qui sont arrivées, tu vois. Donc, Je voudrais revenir sur la période dont on parlait juste avant de 95. hum, Parce que là, en fait, c'est assez intéressant. Donc là, t'es en quad et tout, mais à hum, partir de 93-94, on a le line qui arrive. ouais, Je vois Alex qui fait oui, je pense qu'il voulait me parler de la même chose. ouais, Et donc, ouais. en fait, comment t'as vécu, toi, alors que t'as fait du quad, que t'étais fort en quad, comment t'as vécu l'arrivée du line, en fait? Moi, quand j'ai vu ça la première fois, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai dit, mais c'est du n'importe quoi. Et c'était un gars de la défense du Trocadéro, Tariq. Ah, c'est Tariq. Ouais, Ok. Tariq. Un des, Moi, un des tout premiers. ouais, quasiment un des tout premiers. Je le vois. Mais en fait, quand c'est un des tout premiers, mais c'est pas lui les rollers. Hein. C'est un Américain en fait qui a ces rollers-là, qui lui à ce moment-là demande à l'Américain d'essayer ces patins-là. Donc, mais là, je crois que c'était 93, je crois 92, 93 au Trocadéro. Et je me rappelle parce qu'ils étaient noirs avec fluo, tu sais, les roues fluo et le spoiler fluo, jaune. Et franchement, quand je vois ça, moi, je me dis, mais c'est là, ce truc-là, ça a pas de sens. Mais ce qui était normal, parce que c'était le seul, donc pour moi, ça avait pas de sens. Et puis quand je le voyais rouler, ça avait pas de style, quoi. Tu vois, il avait les pieds un peu enfoncés à l'intérieur. Tu sentais que quand ça roulait pas vraiment, alors que nous, on avait déjà des roulements qui roulaient bien, parce qu'on mettait de l'essence. Nous, c'était notre technique un peu, on mettait de l'essence sur les roulements, on décachetait tout, et puis ça permettait à ce qu'à l'époque, la mode, c'était d'avoir la roue qui roulait le plus longtemps. Oui, et qui roulait le plus longtemps possible. Donc Bon, c'était, ça roulait pas, ça durait pas très longtemps, mais par contre, ça roulait super bien et ça faisait plein de bruit, ouais. ouais, bon, voilà, c'était aussi ça qui était cool. Pour être honnête, sur le coup, moi, le inline, quand je le vois d'un œil, ouais, bof, quoi. C'est pas, non, c'était pas ça. Et puis, pour moi, vu qu'il y avait qu'une personne, c'était pas assez encore percutant. Tu vois, c'était pas assez percutant. C'est après que quand je vais découvrir le inline et que je vais pas voir qu'une personne, mais là plusieurs, que je vais commencer à comprendre que, ouais, finalement, c'est pas mal, en fait. C'est vraiment pas mal, tu vois. Qui sont ceux qui passent en line et là où tu te dis genre, ok, bon, ben, faut peut-être regarder ça, quoi. Je me rappelle plus vraiment parce que je crois que c'est non, ouais, je sais plus si c'est 95, 96. 95, t'as 95, 96, t'as déjà Wilfried qui est en line, Taïg, Je il sais devait pas être en s'il est line en aussi. line 96, hein, si? Wilfried, oui, puisque je me rappelle, championnat de France 96, il avait des bowers et on lui apprenait Ok, à faire des d'accord, ok, shifty et tout, donc c'était les débuts. ok. Je pense Taïg, il était déjà en line, je suppose, Non, à cette ah ouais, époque-là. ok, peut-être, ouais, Parce qu'il a fait le peut-être. premier Bercy, Ouais, en line. ouais, Donc ouais, enfin bon, c'était le début du grand passage au inline en fait. ouais. Et moi, je sais que 95, quand je fais la tournée, il y a des paires de inline. On les voit, moi je les vois et tout, tu vois. Je crois qu'il me semble que, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était K2 qui était déjà là, mais je suis pas sûr, hein, Ouais. mais K2, ils étaient déjà là. Roy, il roulait en inline, il avait des K2 bleus et noirs.
Et déjà, genre 95, il doit y avoir ça. Tu vois, ouais, ça doit être ça. À l'époque, tu sais, le Tour de France était sponsorisé par Templar, donc du coup, Ouais. ils recevaient du matos de chez K2. Il y avait Jean Sport, il y avait les sacs Jean Sport, les montres Yema, et puis il y avait tout ce qui était Cryptos, Dekiz, la platine et tout et tout. En fait, j'étais concentré dans le quad. Encore une fois, pourquoi? Parce que pour moi, le quad, j'avais pas dit encore le dernier mot avec les quads. Pour moi, il y avait encore cette espèce de truc où tu te dis non, on peut encore évoluer. Et le inline, ça va être éphémère, quoi. Ça va venir là, mais ça va repartir. Mais en fait, j'avais tout faux, hein. Finalement, ceux qui sont partis en avant dessus, ils avaient très bien compris. C'était déjà des visionnaires, tu vois. Parce que pour être honnête avec toi, moi, quand je suis à la Défense en 92-93, il y a une mini-rampe. Tu sais qu'il y a une mini-rampe qui existe, qui est à Nanterre. Il n'y a pas de coping. Ouais. Ouais, il n'y a pas de coping. À l'époque, le coping n'existait pas. Sauf que nous, quand on roule là-dessus, on sait pas qu'il faut faire des allers-retours. Moi, je pensais que c'était juste pour jumper. Donc, du coup, c'est ce qu'on faisait. On prenait les barres de la Défense, on allait là-bas, on les mettait et on faisait de la hauteur. C'est tout. C'est tout pour moi. Je savais pas qu'on pouvait faire des allers-retours comme ça. Et tu vois, et quand on faisait le trajet pour rentrer à Colombes, à Bois-Colombes, il y avait une mini Aspagne. Là, je te parle de ça. On est en 93, 94. Mini Aspagne dans un terrain fermé. Et on comprenait pas. Déjà, je savais même pas qui. Et quand on voit ça, vu que j'ai pas de repère, on voit pas en fait à quoi ça sert. Nous on fait que des allées, mais on saute sur la plateforme, c'est tout. On se dit pas que faut faire des allers-retours, qu'il fallait faire des figures. Moi, pour moi, ça c'était pas logique, tu vois. Et c'est après que j'ai compris plus tard, parce qu'après quand tu vois Taïg et tout, et puis Taïg il a commencé très tôt la rampe, parce que ça a été l'un des premiers. Quand je dis l'un des premiers, je parle pas de la partie avec Toto et Vincent. Hein, où vraiment eux c'était vraiment enfin Alex Collin et toute la bande où c'était vraiment des précurseurs, tu vois, de la discipline en France, pour la France, avec les riders français. Là je parle le premier où le mec était dans le jump et qu'à un moment lui il comprend très vite qu'il faut partir du côté de la rampe et qu'il fait du quad en rampe, parce que voilà, je crois que le inline lui viendra après. Bah, je sais pas, on lui posera la question quand on l'interviewera, Taïg, mais déjà Air Attack c'est 92. Ouais. Donc la vidéo de Ronnie Green. Donc déjà début des années 90, il était en quad. Quand est-ce que tu mets ta première paire de line alors finalement? Pour revenir au truc, c'est que 95, on revient de la tournée du Tour de France. On est gonflé à bloc avec tout le monde. Gustavo, Taïg et tout, au Trocadéro, ils sont au courant qu'il y a un petit qui sait faire un salto arrière sur le tremplin. Ça les intrigue. Et parce que moi, à ce moment-là, je savais le faire, tu vois. Et puis tout le monde, tu vois, il y avait Zola, il y avait Yaya, enfin bref, Freddy, tout le monde dit à Gustavo et Taïg, il y a un petit qui sait faire backflip. Et du coup, moi, quand j'arrive au Trocadéro, bah, ils annoncent que je vais le faire, tu vois. Et je me rappelle, parce que même Gus, quand vous aurez Gus, il vous le dira, eh ben, Gus, il arrêtait pas de me chauffer. Et lui, il me regardait, il partait du Trocadéro, il me regardait, il me tirait la langue et il partait, il faisait backflip, front flip, misty flip, il faisait tout, quoi. Et à un moment donné, je dis, vas-y, je me lance. Allez, c'est pas grave. Et du coup, alors peut-être qu'il y en a qui vont s'en rappeler de ça à l'époque, parce que je me chauffe dans ma tête, j'y allais, j'y vais. Et là, je prends ma vitesse, je pars, et je vais pour faire backflip, sauf que le problème, c'est que je ne tourne pas, je reste bloqué. Et j'atterris sur la nuque, le dos, sur le marbre, au Trocadéro. Et là, t'as Taïd qui est juste à côté de moi, qui me dit, ah, je savais que t'allais faire ça. Et moi, j'ai dit, mais, tu sais, dans ma tête, j'ai dit, mais les cons, s'ils savaient pourquoi ils m'ont pas rattrapé, quoi, tu vois. Et tu te défonces là? Tu t'es défoncé là? Je m'éclate par terre complètement. J'ai rien. Grâce à Dieu, j'ai rien du tout. Sauf que je suis choqué. Moi, mentalement, je suis choqué. Parce que, franchement, ça m'a fait mal. Et à la suite de ça, on me voit plus pendant 4 ou 5 mois. À ce moment-là, je coupe les ponts parce que, franchement, en vrai, en fait, quand je me lève et que je fais genre, ah, j'ai pas mal et tout, mais en vrai, quand je rentre le soir chez moi, j'ai très mal. En plus, c'est à un moment donné où j'avais ma croissance qui commençait un peu à partir en vrille parce que, vu que j'étais en pleine croissance et que je faisais du saut, vous connaissez, hein, à force de sauter, les genoux, ils entraînaient et j'étais obligé d'arrêter quelques mois le temps que la croissance, elle se développe. Sauf que quand j'arrête, je suis pas content parce que voilà, on me force d'arrêter le roller et tout. Du coup, j'arrête 4-5 mois. Après, quand je reviens, là, je reviens en inline pour le coup. Là, là, pour le coup, je reçois ma première paire de K2 au Tour de France. Encore une fois avec le Tour de France et tout. Là, le club de la Défense, c'est fini. Hein. On a tous émigré au club du Trocadéro aussi, tu vois. Et quand on était au club du Trocadéro, on faisait un petit peu le Tour de France et tout. Donc,
c'était un peu la foire fouille, tu vois, parce que même Forestier, Eric, il aimait pas trop qu'on aille faire les démos avec un tel et tout. Enfin bref, c'était des petites guéguerres en interne. Et là, par contre, là, je passe au inline. Et quand je passe au inline, voilà, t'as le déclic qui arrive, tu vas beaucoup plus vite, tu vas beaucoup plus loin et tu sautes et ça tient mieux la cheville. Enfin, et là, tu découvres encore un autre univers dans le roller qui est juste dingue, quoi, qui est incroyable. Pareil, là, à ce moment-là, tu commences à prendre de la puissance, à prendre de la hauteur et à maîtriser un peu ce inline. Donc, du coup, mon passage de quad en inline, il m'a quoi, allez, en 3-4 jours, on va dire. 3-4 jours, ça a été rapide pour moi. Et ça a même été plus facile parce que, en fait, tout ce que je savais pas faire en quad, en inline, ça se rentrait beaucoup plus facile parce que comme grâce au inline, j'allais beaucoup plus vite, ce qui me permettait de faire des 360 beaucoup plus loin et tu rajoutes 2-3 figures dedans. Donc là, tu continues à faire du saut, mais cette fois-ci en line. À ce moment-là, moi, je tâte un petit peu la rampe, sauf que à un moment donné, je me prends une boîte parce que, encore une fois, j'ai pas les bons rollers et j'ai pas les codes de la rampe. Sauf que moi, la rampe que je te parle de Nanterre, il y a pas de coping. Pareil, un jour, avec le inline, mais ça va tellement vite que je panique, tu vois. Donc, du coup, quand je panique, tu vois mes deux jambes partir en arrière et j'atterris tout en bas. Bam, mais une chute, encore une fois, séchée, mais cette fois-ci, beaucoup plus cool, tu vois. C'est pas l'effet backflip du Trocadéro. Là, c'est vraiment une chute qui m'a calmé, mais en rigolant, tu vois. Là, je rigolais après et je dis, ah ouais, non, mais en fait, c'est dur. Et puis, il fallait que je vois, en fait, comment on fait. Tu vois, quand tu utilises un module, mais tu sais pas, en fait, t'arrives pas à comprendre, t'as pas des repères, tu sais pas comment il faut faire. Et puis moi, je regardais pas trop les vidéos, tu vois, j'étais pas quelqu'un qui regardait les vidéos et tout, parce que j'étais plutôt ancré avec les riders et que je ridais avec eux. Et le déclic, pour être honnête, le déclic, c'est quand je fais la tournée avec Samir Zimouchi, je crois 97, ça a été ma dernière tournée avec lui. 97, je rencontre en même temps la tournée de Zola, qui est avec Rollerblade et qui est en train de faire une tournée, tu vois. Et ils la font en même temps que nous. Donc nous, on est là, on est en train de se suivre. À un moment donné, moi, je vais voir Zola. C'est normal, c'est mon pote Zola. Donc forcément, tu vois. Donc du coup, je vais le voir. Et là, je pète un câble parce que je vois Zola, il est en rampe, il est super fort. Il y avait Fafa et puis il y avait Magic qui était là. Fafa Roger. Ouais, Fafa Roger et Magic Keta qui étaient mais trop forts les mecs. Ils étaient tellement forts en rampe que là, je vois ça. Je dis, ah, ça y est, je comprends enfin qu'est-ce que ça voulait dire la rampe, tu vois. Je voyais des mecs qui faisaient des allers-retours et qui faisaient des rotations et tout. Et puis là, le déclic, c'est encore un autre délire, là, après. C'est marrant parce qu'à l'époque, Taïg, Gus, et même, enfin, donc, on vient de parler de Zola, mais Taïg et Gus et tout, ils faisaient déjà de la rampe. Gus, non. Taïg, ouais. Ah, Gus, il faisait pas encore de rampe à cette époque-là. Il est pas, c'est après. Il va venir pas très loin, hein, quand je te dis. D'accord. Parce que Taïg en fait beaucoup plus longtemps, hein. Taïg, lui, je crois que la rampe, je crois que quand Taïg fait du saut, il fait déjà de la rampe à côté, en vrai. Sauf qu'il, personne n'est au courant. Et Gus, lui, il viendra beaucoup plus tard à faire de la rampe. Vous saviez pas qu'il faisait de la rampe, Taïg? Non. Moi, je savais pas. D'accord. Et encore une fois, moi, c'est normal. Nous, on était les petits. Tu vois, eux, c'était les grands, hein, pour nous à l'époque, hein. Faut remonter dans ce contexte que moi, je traînais qu'avec Nelson. Et après, Nelson, quand lui, il s'est blessé et qu'il a commencé à arrêter, après, d'un coup, Steve aussi, de son côté, lui, il a arrêté. Après, toi, tu te retrouves tout seul. Bon, après, tu vas vers les grands. Du coup, tu traînes avec les grands. Donc, c'est là où, après, moi, j'ai commencé à les voir, à les côtoyer parce que, par la force des choses, a fait que, ouais, finalement, quand tu vois toute ta bande qui se disperse, tu vas là, et puis tu vas là où le vent t'amène avec eux, quoi, tu vois. Mais oui, non, je savais pas qu'ils faisaient de la rampe. Parce que nous, encore une fois, quand on était des petits, on se parlait pas trop, tu vois. Moi, je traînais qu'avec, je traînais vite fait avec Wilfried au Trocadéro. On faisait du saut avec Nelson. Il y avait un autre gars, je me rappelle même plus le prénom. Franchement, j'ai un trou de mémoire. Il y avait deux autres gars au Trocadéro qui étaient très forts aussi, dont je me rappelle plus. Mais voilà, on traîne ensemble, tu vois, entre petits parce qu'on se comprend, tu vois. Donc. Oui, voilà, c'était cette période-là, moi, qui m'intéressait de savoir comment tu t'étais spécialisé sur la rampe. Et donc, effectivement, t'as vu Zola pendant la tournée Rollerblade. Ouais. Et derrière, en fait, ça a été un choix radical. Tu t'es concentré à fond là-dessus ou t'as continué à faire d'autres choses à côté? Non, ça a été un choix radical parce que pour moi, j'avais envie de te dire, c'était presque la suite logique d'un mec qui faisait du high jump. Une fois qu'il avait sauté les bagnoles, qu'il avait fait le hauteur, qu'il avait fait des saltos, les rotations, la suite logique, c'était la rampe, quoi. Enfin, le street ou la rampe, tu vois. Wilfried, lui, il est parti dans le street. Mais après, t'as vu, il y a Gus et Zola et Taïg, eux, sont partis dans la rampe, tu vois. Moi, en fait, quand je vois la rampe et je vois Zola en show,
j'adore ça et tout, j'ai le déclic, mais c'est pas ça qui va m'attirer. Pour être honnête, ça va être le street qui va m'attirer en premier, parce que le street, ça me parle, parce que on saute. Vu que je viens du saut, je me dis bah oui, moi ça me parle, les rotations, les backflips, les machins, ça me parle et oui, oui, oui. Donc du coup, je me lance là-dedans. Donc et puis même c'est d'ailleurs Eric Forestier qui m'emmènera en Belgique à Zumiez pour faire ma première compétition de street, parce que lui aussi il m'a dit t'as un petit gabarit, va au street, tu verras, ça va être mieux pour toi, tu vois. Donc du coup, je m'entraîne pour ça. C'est vrai que c'est un aspect dont on n'a pas trop parlé. On a parlé beaucoup de ta pratique sauvage, entre guillemets, urbaine. On a parlé un petit peu des tournées, mais c'est vrai qu'en termes de compétition, finalement, on l'a relativement peu abordé. T'as fait de la compète de street et t'as fait de la compète de rampe. Ouais, moi j'ai commencé, ma première compète, ça a été en street à Zumiez. C'est là où je rencontre un autre rider très fort, Anis Siboulalem. Ouais. Il y a aussi le frère de Issam Tolba, Mourad Tolba, que je rencontre, qui me mettent quasiment presque à l'aise en me disant t'inquiète pas, il y avait d'autres gars, hein, il y avait Jérémy Suarez, il y avait Kevin, Lopez, les riders de là-bas, les riders locaux et tout. Et les deux autres me voient que c'est la première fois. Ils me mettent à l'aise. Ils me disent, ah, vas-y, lâche-toi, jette-toi et tout. Et voilà. Mais j'avais des lacunes parce que c'était les grinds, moi, qui étaient bizarres encore pour moi. Tu vois, les grinds, c'était dans mon cerveau. Plier sa cheville comme ça, c'était pas encore logique, tu vois. Donc, du coup, moi, je suis à fond là-dedans, dans le street. Mais il y a un truc qui va me rattraper, c'est qu'à un moment donné, quand je vois Gustavo et Zola faire de la rampe, ben, à un moment donné, Gus vient me voir et me dit Lamine, tu voudrais pas faire des démonstrations de rampe avec nous? Et moi je lui dis ben moi j'aime pas trop la rampe. Et c'est ça qui est marrant. Et le pire, là je pars comme ça, mais en fait ce qui était aussi le pire, ce qui était marrant, c'est qu'avant moi j'avais pas de roller de street. Du coup moi comme les seuls K2 que j'avais eu, enfin les K2 que j'avais eu, j'avais enlevé les deux roues du milieu et j'étais en mode street, tu vois. C'était comme ça que je roulais, tu vois. Frisquette, quoi. Voilà, exactement, frisquette. Avant l'heure. Enfin non, parce que K2 avait déjà sorti les sous-slides déjà, Ouais. voilà, qui cartonnaient. Il y avait pas ma taille à l'époque, hein, tu vois. Là, on parle sur des tailles, c'était un peu compliqué pour trouver cette pointure. Enfin bref, il y a Gustavo qui me demande est-ce que tu voudrais faire une démonstration de rampe, et je dis oui, allez j'accepte. Je crois que c'était 98, donc tu vois l'année d'après. 80. Sauf que je sais pas dropper de là-haut. Je sais pas descendre la rampe de là-haut, je sais que de partir d'en bas, et je fais que des backflips, des rotations au milieu de la rampe. Et ce show-là, c'était pendant 2 semaines de show au salon de l'agriculture. C'est pour te dire, c'était à l'époque, il y avait Chirac qui est venu pour faire l'inauguration du bordel et tout. Mais pendant ces 2 semaines-là, c'est là où moi, je vais commencer à aimer la rampe et je vais commencer à être un mordu de la rampe, mais comme pas possible. Pour être honnête, je m'asseyais au haut de la rampe et je partais de la rampe assis. Tellement, mais j'avais peur, mais j'aimais ça en même temps. Donc c'était contradictoire entre ce que je voulais faire et ce que j'aimais. Donc c'était assez rigolo. Et à la fin de la tournée, il y a Gustavo qui me donne une paire de rollerblades des Chocolate. Je sais pas si vous vous rappelez de ce modèle là, qui détruit le pied. Pas confortable. Tu vois, quand t'es issu du quad et que tu mets ce genre de patin, c'est pas confortable. Alors que K2, ils avaient de l'avance par rapport à leur modèle, mais qui était très confortable, bizarrement. Je roule avec ça. J'aime pas du tout le patin. Je suis un peu mitigé pour ce patin parce qu'il me fait mal aux pieds et tout et tout. Mais je roule quand même avec. Je roule avec parce que ça me permet de slider, d'apprendre les slides et tout avec et tout. Je roule avec et tout. Et je commence à comprendre le délire de la rampe et je commence à m'entraîner tous les jours non-stop. Mais vraiment, hein, là, c'est pas une blague, mais vraiment tous les jours. Après, je crois que, ouais, en 98, moi, j'arrête l'école. Tu vois, à l'âge de 18 ans, quand j'ai mes 18 ans, tu me voyais plus à l'école, c'était fini. Je partais pour le roller et faire quelque chose. Après, bon, j'ai loupé plein de trucs, mais entre-temps, je gagnais un petit peu ma vie en faisant des petites apparitions dans des téléfilms de Navarro. Tu vois, je faisais un peu de figuration dans d'autres trucs, dans un clip avec Bruel, etc. et tout. Et j'arrive à gratter un peu de monnaie comme ça à droite à gauche. Et là, je me fixe un objectif, je me dis, je veux avoir le niveau de Gustavo et de Zola. C'était les seuls avec qui je m'entraîne, et c'était les seuls avec qui j'avais envie d'avoir le niveau comme eux, tu vois. Et je m'entraîne tous les jours, et tous les jours, j'essayais d'apprendre une figure comme un acharné, tous les jours. À un moment donné, Gus et Zola commencent à voir que je commence à prendre du niveau, et pareil, et Gustavo fera lui une compète de son côté où il gagnera, et puis on lui donnera une paire de K2. Malheureusement, ça sera une taille 40. Et il me dit, tiens, Lamine, c'est ta taille, je te la donne. Et il me donnera ma première paire de K2. Et c'est à partir de là que moi, la paire de K2 va déclencher encore un autre délire dans ma tête, où là, je vais encore prendre un petit niveau.
j'avais pas leur niveau, mais un petit niveau encore en plus. Bah après, je ferai ma première compétition à Teen en 98, 99. 98. Ouais, Nous, on était en 98. street, on était en street en 98. Je ferai ma première compète où là, bah pareil, tu vois, on revient presque dans les années 90, mais cette fois-ci en rampe. Ça veut dire que là, tu découvres, ouais, il y a pas que tes potes qui font de la rampe, il y a d'autres gens et c'est de la folie. Même si j'avais vu Bercy auparavant, pour moi c'était inconcevable parce qu'en fait la rampe, je la regardais à moitié, tu vois. Pour moi, et ce qui était marrant, je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, j'avais l'impression que c'était des grands qui faisaient de la rampe, tu vois, parce que René, Brian Wallwright ou Toto Gali, Vincent, Dallas, toute la clique là. Issam Tolba et tout ça, j'avais l'impression qu'ils étaient plus âgés que nous en street. C'était, c'est moi hein, dans ma tête, mais j'ai l'impression que c'était ça quoi. Et du coup, bah voilà, je me perfectionne en rampe. Finalement, je laisse tomber le street bizarrement, tu vois, et je me perfectionne à fond sur la rampe, à fond, jusqu'à que je fasse ma première compétition. Ma première compétition, je crois que je vais finir 7e. Je suis qualifié en amateur pour participer avec les professionnels. Je suis content, mais sans plus, tu vois. Je suis content sans plus. Et je me dis ouais, faut que je revienne encore avec un autre niveau. C'était pas terrible pour moi. Je sentais qu'il fallait du taf, beaucoup de taf. Et après, on apprend qu'il y a l'ASA, finale ASA amateur et tout ça, qui arrive à Paris et tout. Et du coup, bah, je me dis tiens, je vais faire la finale ASA amateur, tu vois, sans prétention, hein, bien sûr. Sauf que quand je fais cette finale-là, amateur, on a Nel Martin, Tobias Bucher, Benny Hubert, que des pointures qui sont même pas encore passés pro. Alors je me dis attends, je vais pas concourir avec ces mecs-là, ils ont déjà un gros niveau. Et bizarrement, bah je me qualifie pour la compétition européenne, mais je suis qualifié avec Zola, donc je pars avec Zola, avec Gustavo. Je crois qu'il y avait à l'époque la team Sudley, je sais pas si vous vous souvenez de Sudley avec très bien. Où je pars, je crois que c'est eux qui m'emmènent là-bas. Je passe inaperçu. Duff Loza et tout. Ouais, je les connaissais pas. Tu roulais pas avec le 900, tu roulais pas avec le 912. C'était une question que je voulais te poser. Non, je roulais pas avec le 912. Mais à la suite de cette compétition là, mais je passe inaperçu, hein, parce que ce qui est logique, hein, tu vois, parce que t'as les pointures qui sont là et tout. Mais à la suite de ça, ça me redonne encore un autre boom. Donc du coup, je vais à Roller Park Avenue parce qu'après on a Roller Park Avenue qui arrive. Non, je crois qu'en fait, j'ai dit des bêtises. Je crois que c'était déjà là. C'était où la finale de l'ASA? Francfort. Ah, c'était d'accord, Francfort. En Allemagne. Ok. Ouais. Du coup, mais auparavant, je faisais de la rampe à Boutroux, un petit peu, et à Ballard. À l'époque, il y avait le skatepark à Ballard. Et du coup, bah voilà, je reviens à Paris. Ça me motive parce que j'ai vu les gens rider, ça m'a motivé et tout et tout. Et là, pour revenir au 912, je vais avoir Bart, Lorenzo, Nicolas, qui va me faire ma première photo en street. Parce que voilà, pour SketchUp à l'époque ou Ketchup. Ketchup.com. Il y a que les anciens qui peuvent se rappeler Ketchup.com. Du coup, il va me faire ma première photo sur ça. Et ben avec Stéphane. Je me rappelle plus de Stéphane. Stéphane Ossé. Okay, bah, c'était le photographe. Ok. Ah oui, mais je me rappelais plus de son prénom. Moi, c'était Bart qui était là et Bart. Ben c'est lui en fait, Bart, qui va entre guillemets me mettre dans le bain parce que finalement, quand il va diffuser ma photo et qu'il va mettre le nom. Bah tu sais à l'époque quand tu passais sur son site voilà quoi, ça voulait dire que t'étais peut-être le futur quoi, tu vois. Et ben lui quand il a mis ma photo à ce moment-là, mon nom a commencé à circuler, c'était assez marrant alors que j'avais pas encore le niveau, je trouve. Le tout premier site internet français qui a mis des vidéos, c'était ça, je me rappelle. Ketchup.com, c'est un site qui est finalement assez méconnu et pourtant c'est lui qui a lancé tout en fait. Ouais, il a lancé beaucoup de riders, il a mis pas mal de monde en avant et tout, donc du coup c'était ouais. Et puis moi début pour moi, de Crazy Roller aussi. Oui, après Crazy Roller aussi, bien sûr. Moi pour moi c'était logique de parler de lui parce que il a encore une fois, tu vois, si tu fais du roller, t'as beau être le plus fort du monde, mais s'il y a personne qui te regarde ou il y a personne qui va être à un moment clé dans ta vie pour te dire bah viens avec moi, bah tu resteras dans ton coin. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire là je commence à prendre du niveau, donc là je me dis objectif c'est de passer professionnel parce qu'à l'époque ouais si t'arrives à passer professionnel à l'ASA et tout tu te fais un nom etc, donc c'était des trucs comme ça, tu vois, on était un peu dans cet esprit là avec Zola, avec Fabrice Viguier aussi, pardon putain je l'ai oublié, la honte, avec Fabrice aussi, et on se motivait tu vois à vouloir passer professionnel parce que en fait à l'époque Zola et Taïg vont créer
une association qui va s'appeler Showtime, où le but c'était de faire des shows, je pense que vous en avez dû en entendre. Ah ouais, Showtime. Notamment à Rennes-sur-Roulette, où ils étaient avec la big ramp à chaque fois. Ouais, il y a Gus qui était au micro et qui mettait le feu à la. Ils mettaient le feu parce que Gus et Zola, ils savent bien speaker et mettre l'ambiance et tout. Au niveau des shows, ils sont là, quoi. Ils étaient là. Et c'est la fin de notre premier épisode consacré à Lamine Fati. Retrouvez-nous prochainement pour une seconde partie dédiée à sa vie professionnelle. Merci et à la prochaine fois.